Amis fidèles de ZM TV, bienvenue dans Qui dit quoi? Cette nouvelle émission, ces concepts conçus spécialement pour vous faire plaisir afin de traiter toutes questions ayant trait avec la politique et parler aussi des personnes qui font l'action dans le milieu politique. Ce soir, je ne suis pas seul sur le plateau avec mon co-présentateur, Monsieur Joël Kaninda, ainsi que tout l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Nous sommes là pour vous faire plaisir et nous allons parler d'un sujet qui est très important et ce sujet, il est avec nous. Sûrement, vous pouvez vous demander comment un sujet pourrait aussi être avec nous. Eh bien, nous sommes en face de Monsieur Alain Daniel Shekomba, qui est candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Et c'est avec lui, c'est lui au fait qui est notre sujet, parce que nous allons parler de lui, qui est Alain Daniel Shekomba. Et enfin, c'est la grande question que nous allons traiter ce soir. Je m'en vais tout de suite dire bonjour à Pasteur Joël. Comment vous allez? Bonjour, plaisir, je vais très bien et très motivé pour la circonstance de ce soir, qui est un moment très fort et un moment au cours duquel nous aurons l'occasion et le privilège de connaître enfin notre candidat, parce qu'il s'exprimera lui-même et il donnera au fait les points vitaux et les points les plus stratégiques qui lui permettra d'être enfin vainqueur ce jour-là. Donc je suis très motivé. On dirait que je sens que la glucose va au-delà de la moyenne. Merci beaucoup, Pasteur. Je sens que la passion de donner le meilleur de nous, elle est aussi présente. Et je m'en vais tout de suite dire bonsoir, Monsieur Alain Daniel Shekomba. Bonsoir. Comment vous sentez? Très bien. Quelles sont vos impressions dans les installations de ZM TV? Ouais, c'est très bien. Je vois que c'est organisé, c'est ordonné, c'est une bonne chose. Alain Daniel Shekomba, candidat à la présidentielle. Comment vous sentez? Comme un Congolais ordinaire. Comme un Congolais ordinaire. Ah, c'est une bonne chose. En fait, l'ensemble de la rédaction, nous sommes là pour enfin essayer, ensemble avec les téléspectateurs, connaître la personne d'Alain Daniel Shekomba. En bref, qui est Alain Daniel Shekomba? Alain Daniel Shekomba, c'est un Congolais ordinaire, comme tous les Congolais, qui est né, grandi, étudié en République démocratique du Congo, physicien de formation et qui s'est retrouvé incidentiellement en train de travailler dans le secteur des télécommunications. Et puis en 2010, j'ai quitté plusieurs fois le pays à partir de 2003 pour travailler à l'étranger. Et j'étais revenu en 2009 pour quitter en 2010 pour travailler à l'étranger et aussi créer mes propres entreprises dans le secteur de développement d'applications informatiques et des télécommunications. Voilà. Un physicien, oui, qui a quitté les pays pour aller à l'étranger et enfin s'est lancé dans les affaires. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à revenir dans votre pays? Je suis toujours dans mon pays. Je suis toujours dans mon pays. Je suis engagé pour la cause de mon pays depuis que j'étais étudiant, que ce soit au secondaire comme à l'université et dans plusieurs associations. Bon, j'ai été plusieurs fois président de plusieurs associations comme la Fédération estudiantine scolaire du Congo, le club de physique de l'université de Kinshasa, le coordonnateur des étudiants de l'université de Kinshasa. Je suis membre du Rotary Club aussi. Ça veut dire que j'ai en moi je ne dirais pas la passion, mais je dirais comment l'amour de servir les autres. Et je m'engage souvent dans l'amélioration des conditions de vie des gens qui sont autour de moi. Voilà. Oui. Une question me vient tout de suite pour savoir pourquoi maintenant. Nous avons eu les élections en 2006. Il semblerait que vous étiez aussi candidat. Nous avons eu les élections en 2011. Vous avez eu à soutenir une autre personne. Qu'est-ce qui vous a boosté
pour vous représenter vous-même? Je voulais être candidat en 2006, j'étais déjà un candidat déclaré, mais la situation post-guerre n'était pas favorable à des candidats qui n'étaient pas accompagnés par des groupes armés. Parce que vous savez que après les élections de 2006, ça s'est terminé par un affrontement armé dans la ville de Kinshasa. Alors, moi qui n'étais pas accompagné par des groupes armés, c'était très difficile d'être candidat. J'ai quitté Kinshasa, comme je disais, en 2011 pour aller travailler à l'étranger. Bon, je n'avais pas quitté par aventure, j'ai travaillé dans une société ici et j'ai été recruté par une entreprise internationale pour aller travailler à l'étranger. Et donc, je venais à peine de m'installer dans ce pays. Je ne pouvais pas revenir en 2011 pour devenir candidat. Donc, je me suis concentré d'abord à travailler pour pouvoir avoir des moyens de ma politique et revenir en 2016. Mais malheureusement, les politiciens ont bien voulu prolonger comment dirais-je, le mandat du chef de l'État actuel, et en prolongeant son mandat, ils ont prolongé aussi leur existence au Parlement et dans toutes les institutions du pays. Nous allons y arriver. Monsieur Alain Daniel Chikomba, vous avez fait autant d'années à l'extérieur du pays et d'emblée vous venez là dans quelques mois près des élections. Alors la grande question c'est, vous militez pour le peuple. Est-ce que vous savez, vous vous rendez vraiment compte que le peuple est proche de vous après tout ce temps? Vous savez, ça c'est une très très grosse erreur que les gens commettent. Il y a même des politiciens qui n'ont pas de maison en République démocratique du Congo. Il y a des politiciens qui n'ont même pas étudié en République démocratique du Congo et qui n'ont pas travaillé en République démocratique du Congo, ce qui n'est pas mon cas. Donc, j'ai étudié en République démocratique du Congo, j'ai travaillé en République démocratique du Congo, j'ai une maison en République démocratique du Congo et j'ai même créé une entreprise en 2016 en République démocratique du Congo. Et vous allez voir dans les différents passeports que j'ai, ce sont des passeports qui se font ici au Congo et moi-même, je suis chaque année en République démocratique du Congo. Donc je ne suis pas quelqu'un qui a coupé, comment dirais-je, les cordons ombilicaux avec son pays. Et je me rappelle encore, en 2015, quand j'étais là, j'ai trouvé que il y avait des problèmes de toilettes à l'université de Kinshasa et j'avais même offert des toilettes. Ça veut dire que le même problème auquel on avait fait face quand on était étudiant, les mêmes problèmes qu'on avait eu en vivant en République démocratique du Congo, se sont même aggravés. Ça veut dire que il n'y a rien que j'ignore aujourd'hui comme problème de la République démocratique du Congo. Par rapport à ça, je veux un peu rebondir sur quelque chose. Selon vous, le pronostic ou les chances que vous vous donnez de passer, selon vous, vu, vous savez, nous ne devons pas ignorer sur le plan tactique, il y a une majorité qui bat déjà le terrain, qui a convaincu une grande partie de la population. Que vous vous sentez en mesure de vaincre tous ces gens-là? Vous donnez-vous combien de pourcentage ou à combien de pourcents vous aurez la chance de gagner ces élections? Vous savez, moi j'ai toujours une façon de classifier les choses. Je pense qu'aujourd'hui, on classifie la population congolaise en deux catégories. Il y a ceux qui ont appauvri les Congolais, qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont l'argent, qui utilisent cet argent comme appât pour attraper les Congolais comme des poissons dans l'eau. Et il y a les Congolais appauvris. Je pense, je fais partie de ces Congolais appauvris. Pour ne pas avoir, je n'ai jamais eu à gérer les institutions de l'État. Je n'ai jamais eu à appauvrir les Congolais par mon action politique. Alors, il y a 87,7% de pauvres en République démocratique du Congo. Et est-ce que vous pensez que
comment dirais-je, les 13,3% des Congolais qui jouissent des richesses du Congo sont majoritaires par rapport aux 87,7% des Congolais qui sont pauvres et qui sont aujourd'hui déterminés à changer leur futur. Le tout, c'est de savoir comment on présente son offre politique. Le tout, c'est de savoir comment on communique avec ces Congolais. Parce qu'on ne vote qu'une personne qui est proche de nous, une personne qui partage les mêmes conditions et la même vision que nous. Aujourd'hui, un exemple simple, on commence à voir les politiciens descendre même là dans les quartiers où ils n'ont jamais été, tout simplement parce qu'ils ont besoin de l'électorat. Mais est-ce que les Congolais vont encore se laisser faire? Moi, ça ne m'étonne pas quand je vois les gens remplir les stades et tout. Je me rappelle en 1997, j'étais là 2 jours avant la fuite du président Mobutu. Le MPR avait rempli les stades. Alors, 2 jours après, quand le président Mobutu était en train de fuir, la population était dans la joie. Je me rappelle, j'étais encore étudiant à cette époque. Alors, moi je pense que mon électorat, c'est les 87,7% des Congolais qui veulent voir un autre Congo se mettre en place. Oui, parlons de l'électorat, vous avez soulevé le point, nous savons que vous avez été parmi les rares personnes qui ont vraiment donné plus de détails sur la machine à voter. Si cela est une motivation de votre part, et nous avions vu hier une marche de l'opposition qui réclamait la même cause que la vôtre, pourquoi ne pas se lier à cette cause, la même cause que vous aussi vous recherchez? Parce que la machine à voter est la bête noire de tous les politiciens qui sentent que dans cette machine il y a tricherie. Mais chacun, il y a ceux qui se battent avec les jambes, il y a ceux qui se battent avec les bras, il y a d'autres qui se battent avec le cerveau. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir été marché qui dit que je ne suis pas contre la machine à voter. Je vais vous expliquer que pendant ce temps, quand ils étaient en train de marcher, moi j'étais en train de concevoir une lettre pour envoyer au président de la CENI pour lui demander un certain nombre de choses qui vont nous permettre de savoir si cette machine est crédible ou pas. Donc, nous partageons le même combat, c'est-à-dire aujourd'hui nous voulons des élections crédibles et transparentes, et ces élections crédibles et transparentes passent par l'utilisation des outils qui permettront aux Congolais d'accepter que le résultat issu du vote est réellement l'expression de leur choix. Monsieur Alain Daniel Chekomba, vous êtes sûr de votre engagement? En s'engageant pour postuler, vous saviez très bien qu'il y avait la machine à voter. Je vous ai entendu dire qu'en 2006, vous n'avez pas postulé parce que les conditions, il fallait avoir des groupes armés. Et en cheminant, vous aviez aussi dit que les conditions, quand vous étiez étudiant et actuellement, ça s'est encore empiré davantage. Mais en 2006, les conditions étaient moins pires qu'aujourd'hui. Vous n'avez pas voulu vous présenter à la magistrature. Maintenant que les conditions ça s'est encore empiré davantage, vous vous présentez à la magistrature suprême. Mais tout en se liant contre la machine à voter. N'est-ce pas là que vous cherchez autre chose? Non, je pense que je vais vous expliquer. Les conditions qui se sont détériorées, ce sont les conditions de vie des Congolais ordinaires. Surtout dans ces aspects sociaux. Alors, bien sûr, il y avait la machine à voter. Mais, nous avons convenu avec le président de la CENI que, étant donné la division de la population autour de l'acceptation de cet outil, il était nécessaire que nous puissions avoir une commission technique pour pouvoir ouvrir le capot de la machine à voter sur le plan informatique, ça veut dire auditer la machine à voter,
auditer, comment dirais-je, sa constitution physique, ce qu'on appelle en anglais le matériel, le hardware, et auditer le logiciel de fonctionnement. Alors, si la commission électorale indépendante a déjà accepté cette démarche, pourquoi nous n'allons pas regarder? Parce qu'il est question aujourd'hui d'établir la confiance entre ceux qui organisent les élections et ceux qui vont voter. Il est question aujourd'hui d'ouvrir. Vous dites que dans ma main je cache quelque chose. Et vous me demandez d'ouvrir la main. Je dis non, je ne vais pas ouvrir la main. Ça veut dire que je cache quelque chose. Mais si vous me demandez d'ouvrir la main et que j'ouvre la main et qu'il n'y a rien, vous allez me saluer. Aujourd'hui, ce que nous voulons justement, c'est des pouvoirs, parce que la discussion technique n'est pas comme la discussion politique. Moi, je me dis que la discussion technique, c'est toujours des discussions à somme zéro. Argument contre argument, intrigue contre intrigue, et quand on fait la somme, c'est zéro. Mais aujourd'hui, moi, je focalise sur la discussion technique. Qu'est-ce que j'ai demandé au président de la commission électorale indépendante? Quoique, la loi n'autorise pas ça, mais je ne vais pas aller dans ces débats-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai demandé au président de la commission électorale indépendante? Je dis pour faciliter la compréhension aux électeurs, nous voulons que la commission électorale indépendante nous fournisse le cahier des charges de la machine à voter. Ça veut dire la description des fonctionnalités qu'ils ont envoyées aux fabricants de la machine à voter. Et nous allons voir dans le fonctionnement et dans la description théorique si ça concorde. Ça, c'est la première chose. Monsieur Alain, s'il vous plaît, il y avait eu la deuxième rencontre après la première, oui, où on avait demandé aux techniciens de se présenter. Alors, je crois que les techniciens de tous les candidats se sont présentés à cette rencontre. Je continue et puis je vais répondre à cette question. Les techniciens se sont présentés. Après 4 heures de débat sur des questions juridiques, d'après les rapports de mes techniciens qui étaient là, tout le monde était disposé à finalement discuter technique. Et c'est à ce moment que le président de la commission électorale indépendante avait perdu son sang-froid en disant « On passe voir la machine à voter, que celui qui ne veut pas voir la machine à voter sorte. » Il parlait quand même aux citoyens congolais, contribuables congolais, avec l'argent de qui il est payé. Les gens se sont sentis frustrés et ils sont sortis. Alors, ça, ce n'est même pas le problème. Aujourd'hui, nous avons le système de la machine à voter tel que nous le connaissons. C'est un système client-serveur. Ça veut dire, il y a un terminal et il y a un serveur quelque part. Et il y a des logiciels à l'intérieur. On ne me montre pas, ou on ne nous montre pas l'ensemble du système, son architecture, son fonctionnement. On nous demande de l'utiliser tout simplement. C'est ça le problème. On n'avait pas besoin d'aller tester la machine à voter. On avait besoin d'aller auditer la machine à voter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quelle est l'application de vote qui est dans la machine à voter? Quelle est la programmation de cette application? Quelles sont les différentes connexions entre les terminals et les serveurs? Quels sont les éléments que la CENI tient à tout prix à monitorer? Comment l'information se transporte de la machine à voter vers les serveurs? Alors, ça, ce sont des choses qu'on voulait voir. Ça n'a pas été fait. Le débat s'est terminé en quai de poisson. Mais comme nous tenons à ce que les Congolais puissent connaître la vérité, parce que si c'était un discours politique, où on disait, on ne veut pas de la machine à voter sans avoir les éléments, et que les Congolais aujourd'hui se méfient de la machine à voter, nous allons les démontrer avec la volonté de la CENI et notre volonté. Donc ce n'est pas une discussion qui s'arrête. Monsieur Alain Daniel Chekomba. Oui. Vous aviez très bien parlé. Mais ma question est celle-ci. À quelle date voudriez-vous avoir
les élections se tenir? Mais les élections aujourd'hui, c'est avoir des élections crédibles et transparentes sans prolongation. À quelle date? Mais le 23 décembre, bien sûr. Ok. Vous voulez les élections le 23 décembre? Oui. Mais vous êtes contre la machine à voter actuellement? Oui. Si on veut changer la machine à voter pour que l'on puisse trouver comment dirais-je, des bulletins, qu'on puisse revenir au bulletin, n'est-ce pas vous qui serez maintenant en train de vouloir prolonger les temps? Non. Il ne faut pas. Ça, c'est vraiment... Ou bien vous voulez octroyer, comment dirais-je... Ça, c'est un faux débat et inversé, comment dirais-je, ça, c'est ce qu'on appelle jouer au malin. Comment ça? Oui, et je vais vous démontrer comment les gens veulent jouer au malin et comment les gens veulent nous prendre tous pour des idiots. La discussion du retrait de la machine à voter n'a pas commencé à 2 mois des élections. La discussion sur le retrait de la machine à voter a commencé depuis plus d'1 an. Dès l'instant, on a commencé à parler de la machine à voter. La CENI n'a jamais montré sa volonté de vouloir enlever cet outil ou de vouloir discuter. La CENI veut nous amener vers un fait accompli. S'il vous plaît, oui. Je continue. La CENI veut nous amener vers un fait accompli. Mais c'est justement le fait accompli où je dis, je ne vais pas vous saluer parce que vous avez quelque chose dans votre, dans votre main. Pourquoi la CENI ne veut pas ouvrir cette main pour qu'on regarde? Et je ne suis pas, quand je dis, je parle de la discussion technique. Aujourd'hui, nous disons que cette machine à voter a des éléments qui peuvent permettre la tricherie. Mais si la CENI n'a rien à cacher, la CENI nous donne accès et des éléments que nous avons demandés. Nous sommes honnêtes, on n'est pas en train de faire la politique. Et s'il vous plaît, comme la CENI dit aussi qu'il y a les éléments qui peuvent éviter la tricherie parce qu'il y a un bulletin et que la machine est aussi. Non, s'il vous plaît, c'est bien. Mais il y a un target limité de bulletins imprimés. Non, ils disent qu'il y a un target limité, mais nous devons voir ça dans la programmation. Mais ne trouvez-vous pas que vous êtes en train de perdre le temps? L'opposition dans l'ensemble. Comment? Je m'explique. Non, on n'est pas. Je m'explique. Le temps peut-être de s'organiser pour faire en sorte que les témoins soient dans chaque bureau. Arrêtez ces histoires-là. Vous êtes en train de vous liguer contre la machine, n'est-ce pas là? S'il vous plaît, arrêtez ces histoires-là. Vous êtes en train d'idéaliser, comment dirais-je, le système politique congolais. 80% des zones en République démocratique du Congo sont inaccessibles. De quoi vous parlez? 80% des territoires en République démocratique du Congo n'ont pas de voie de communication. Et vous êtes en train de dire que vous formez des témoins dans la ville, que vous allez acheminer là-bas. Comment? Pourquoi si on a acheté la machine à voter et qu'on peut faire des mises à jour pour contrôler le vote en temps réel, pour savoir qui a gagné, pourquoi on n'utiliserait pas ces fonctionnalités? Ça, c'est, comment dirais-je? Il y a aussi les bulletins. Non, mais ces bulletins-là... Le compte manuel aussi est permis. D'ailleurs, c'est celle qui est... Quel compte manuel? Les bulletins. Est-ce que ces bulletins manuels et ces bulletins-là, ces bulletins ont des codes barres? Est-ce qu'on peut vérifier que chaque bulletin est unique à son genre? Arrêtez de parler des histoires. Est-ce que ces bulletins-là, on peut les vérifier? Ça a des codes barres pour savoir que ça, c'est un bulletin unique, il n'y a que tel qui peut voter avec ça? À 58 jours des élections en République démocratique du Congo, les élections menées en Manga. L'autre fois, vous avez menacé de pouvoir vous retirer du processus électoral si jamais les conditions pour parvenir aux élections ne sont pas remplies. Entre autres, le nettoyage du fichier électoral complet et aussi la restructuration du bureau de la CENI. Ma question est de savoir quelles sont les méthodes que vous comptez utiliser pour pouvoir dissoudre M. Nanga de la CENI. Écoutez, on restera honnête et on sera honnête jusqu'à la fin. Il y a ce qu'on appelle les bénéfices du doute. Si aujourd'hui nous démontrons que le travail qui a été fourni par la commission électorale indépendante est bâclé, si nous retrouvons que dans la programmation des applications de vote et dans la structure ou l'architecture du réseau mise en place, il y a possibilité de tricherie. Parce que ça, c'est technique. Ça veut dire que les gens ont travaillé dans l'intention de pouvoir tricher. On est honnête.
C'est pas la démission? Je vous rappelle que Kalamba est de l'UDPS et l'UDPS a réclamé que Kalamba quitte jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas encore été fait. Alors, Messieurs, je peux pas répondre à la place de l'IDPS. Je venais de non, lire. Juste dans le même ordre d'idées. Non, je venais de lire il y a 2 jours qu'il y a 18 députés ou 28 députés de l'IDPS qui refusent que M. Kalamba soit remplacé de la commission électorale indépendante. Alors, moi, je ne vais pas passer mon temps dans des discussions que j'ai appelées des discussions à somme zéro, des discussions politiques. Ici, c'est une discussion technique qu'on aura avec la CENI. On va ouvrir les capots comment dirais-je, de la machine à voter. On va regarder la programmation. Si ils sont honnêtes, ça veut dire qu'ils ont fait un travail honnête et que nous sommes en train de mal les juger. Si ils ont été malhonnêtes, on va mettre tout ça au clair. Alors, vous pensez à la mesure où ils sont malhonnêtes, que compteriez-vous faire? Mais comment voulez-vous qu'on puisse garder des gens malhonnêtes pour organiser des élections crédibles et transparentes? À qui profiterait s'il vous plaît, vous ne comprenez pas. Et c'est là où vous êtes en train de commettre une erreur. Laquelle? La stratégie actuelle qui a été mise en place, que ce soit par la majorité ou pour l'opposition, c'est de faire à ce que avant les élections soit égal après les élections. Parce qu'aujourd'hui, si nous partons, on commence à vouloir faire porter les chapeaux sur des gens. Mais nous sommes à 2 mois des élections. Vous acceptez la machine à voter à l'état actuel, c'est la tricherie et c'est la continuité du système existant. On n'accepte pas la machine à voter, c'est le glissement. Ça veut dire que on est dans une, comment dirais-je, dans une situation où, dans tous les cas de figure, ce sont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui l'emportent. Et ils sont en train de faire les malins. C'est là où moi j'insiste, la population congolaise ne doit pas se laisser faire. Ils sont en train de faire le malin après avoir refusé depuis plus de 1 an d'enlever la machine à voter ou d'ouvrir les capots de la machine à voter, de dire à 2 mois, ceux qui refusent les élections veulent les négociations. Mais moi je n'ai jamais été dans aucune négociation. Et je ne veux pas de négociations. Et aujourd'hui, c'est mon argent que je suis en train de dépenser au jour le jour. Donc plus il y aura prolongation, plus je vais perdre de l'argent. Donc je veux qu'on aille aux élections le 23 décembre, mais je veux qu'on aille aux élections avec des outils dont j'ai confiance, les outils dont mes électeurs auront confiance. Ce que nous demandons aujourd'hui. Et nous avons le temps, on n'est pas en train de perdre le temps. Aujourd'hui même, la commission électorale indépendante nous donne les éléments que nous avons demandés. On va les analyser en une journée. Le lendemain, on va aller les voir. On fait les tests. S'ils sont corrects, ils sont corrects. Ce sont eux qui perdent le temps. Nous avons longtemps parlé de la machine à voter. Maintenant, nous voulons parler de vos idées. Oui. Parce que les Congolais qui vont vous élire, qui seront devant l'urne le 23 décembre, vont choisir M. Alain Daniel Shekomba par rapport à ses idées. Absolument. Et nous voulons comprendre quelles sont vos idées. Quel est l'idéal que vous défendez? En fait, avant de proposer n'importe quelle solution, voici comment on réfléchit logiquement. Logiquement, on observe une situation, on regarde quelles sont les causes de ce qu'on est en train d'observer et on propose des solutions. Aujourd'hui, on observe une certaine inadéquation entre les richesses potentielles de la République démocratique du Congo et les conditions de vie des Congolais. Alors, on se pose la question, pourquoi un pays aussi riche peut avoir une population aussi pauvre? Et on comprend. La cause, justement, c'est la cupidité des acteurs politiques. Et cette cupidité se traduit par la corruption démesurée. Comment pouvez-vous comprendre? Et dans un pays comme celui-ci, où nous avons un budget national de 5 milliards de dollars, avec un taux de recouvrement inférieur à 50%, que nous puissions avoir des listes d'évasion fiscale ou de corruption de plus de 15 milliards de dollars, et personne
ne s'en inquiète et personne ne prend des actions pour ramener l'argent de l'État au service de l'État. Alors, dans un monde comme celui-là, que nous catégorisons bien sûr, nous avons vu comment les Congolais vivent. Il y a le fameux article 15 imaginaire qui est dans la façon de faire de tout le monde. Débrouillez-vous. Ngai, Lelo, Mingi, Noki. Quand quelqu'un est là, c'est lui, c'est aujourd'hui, c'est beaucoup, c'est tout de suite. Alors, vous pensez que dans cet état de fonctionnement mental où la corruption a été érigée en mode de gouvernance, c'est un plan théorique de développement économique qui peut résoudre le problème? Alors, qu'est-ce qui pourrait résoudre le problème? Les 12 engagements, justement. Et les 12 engagements visent à recréer un homme congolais nouveau, et on crée un homme congolais nouveau quand on applique la loi dans son intégralité. Et le 12 engagements, quand vous regardez le 12 engagements, il est intitulé les 12 engagements pour sortir la République démocratique du Congo du coma. Je vais prendre peut-être 3 engagements. Le premier engagement dit le respect intégral de la Constitution. Je vais prendre un article qui m'intéresse beaucoup dans la Constitution. C'est l'article 58 de la Constitution. Cet article dit « Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir d'assurer la distribution équitable et le développement. » Personne ne parle de ça. Aujourd'hui, si on jugeait l'action politique de tous les politiciens sur base de cet article, est-ce que vous pouvez me montrer un acteur politique de la République démocratique du Congo qui a réussi à mettre en place ou à transformer cet article en une réalité? Pas du tout. Je prends un deuxième engagement. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Donc, je me permets déjà de vous appeler Monsieur le Président parce que vous défendez déjà une, je peux dire une idéologie ou une pensée. Des causes présidentielles. Oui. En l'article 58, disons que toute personne a le droit de jouir de richesses naturelles. Est-ce que c'est sans production que l'on peut jouir de richesses? Non, mais le problème, c'est lequel? Oui. C'est là où beaucoup de gens confondent. Je vais vous expliquer comment fonctionnent des entreprises. Et comment fonctionne l'État aussi. Dans une entreprise, vous avez des actionnaires majoritaires. C'est-à-dire les gens qui ont mis leurs biens ou leur argent pour produire. Et ces actionnaires engagent ce qu'on appelle les ouvriers. Même la direction générale. L'État aussi c'est pareil. La population congolaise a ses terres, les investisseurs ont l'argent pour développer, mais les dividendes doivent revenir à tout ce qu'on appelle les shareholders, c'est-à-dire les gens qui ont des parts. Et la personne qui a la plus grande part, c'est la population congolaise. Le président de la République, les premiers ministres, les parlementaires, ce sont des ouvriers. Mais quand vous regardez dans l'équation de distribution aujourd'hui, la plus grande part, c'est un des actionnaires qui est en connivence avec les gens que nous avons engagés, qui se partagent 80% ou 87% des richesses, et il y a peut-être que 2 ou 3% pour les Congolais. Alors, Monsieur le Président, oui, c'est bien bon. C'est oui. bien bon de dire ce que vous dites. C'est bien bon, la critique, elle est vraiment aisée, mais l'art est difficile. Non, ce n'est pas la critique. Oui. Moi, je suis pas un démagogue politicien. Parce que si j'étais un démagogue politicien, je n'allais pas gravir les échelons des entreprises privées. Vous savez, vous travaillez dans une chaîne de télévision privée. Dans les privés, ce sont les résultats qui comptent. Ce ne sont pas des discours. Quand vous prenez des engagements avec les gens, vous devez les respecter. 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 Vous dev
en disant par exemple que le chiffre d'affaires de cette télévision, de cette chaîne de télévision aujourd'hui, c'est 10 000 $ par mois ou par an. Moi, je vais multiplier ce chiffre d'affaires par 5, par exemple. Et donc, on aura 50 000 $. Les actionnaires vont accepter et ils vont vous voir à l'œuvre. Vous dites, voilà, pour pouvoir multiplier ce chiffre d'affaires, par exemple, de 50%, j'ai besoin de ceci, de cela, d'autant d'employés et de tels outils. Nous, on a l'habitude, nous, de travailler pour générer des résultats. Alors que les politiciens congolais, contrairement aux politiciens occidentaux, vous allez voir en France, par exemple, Macron travaillait à la banque. Il a déjà travaillé quelque part où, comment dirais-je, il était tenu au résultat. Mais quand vous regardez la plupart des gens qui travaillent ici, ils gèrent l'argent de l'État, mais à perte. Il peut faire la remise-reprise dans une entreprise qui a le chiffre d'affaires de 5 milliards. Après 2 ans d'exercice, il est à 1 milliard. Ça veut dire que c'est négatif. Et chaque fois qu'il doit améliorer l'outil de production, il doit encore prendre des crédits des investisseurs avec des taux d'intérêt très élevés. Donc, on n'est pas en train de parler, ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas la théorie. Je ne suis pas un politicien parleur. Je suis un gestionnaire. Quelqu'un qui sait ce que c'est que produire. Quelqu'un qui sait ce que c'est que améliorer l'outil de production. Quelqu'un qui sait obtenir des résultats. Nous continuons toujours sur cette même lancée de vos engagements, mais avant que Louis Takoy puisse rebondir avec sa question, nous suivons d'abord une petite pause pour que vous puissiez un peu souffler, et enfin nous allons revenir juste après. Nous revoilà de retour sur ces plateaux. Qui dit quoi? Monsieur Alain Daniel Chekomba, toujours là pour répondre aux préoccupations de la rédaction ainsi que de l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Monsieur Vincent Birikomo. Voilà, bonjour Monsieur Alain Daniel Chekomba. Je pense que vous êtes confortablement bien assis. Et ma question se tourne plus du côté des rendements, des revenus, parce que vous avez évoqué l'aspect selon lequel ceux qui sont en train de gérer la res publica, la chose publique, ne la font pas de la manière la plus bonne, parce que vers la fin, ils arrivent toujours à perdre. Voilà, vous aurez ici, vous êtes élu président, 5 ans devant vous. Et moi, ma question, une petite question d'abord d'ouverture. Ma question serait à quelle nous avons appris de vous avoir été un leader révolutionnaire étudiant. Alors, ma question serait, continuerez-vous toujours dans cette idéologie révolutionnaire, oui ou non, simplement? De toutes les façons, le Congo a besoin de la révolution. Et nous devons continuer avec la révolution. La révolution, c'est la rupture avec les méthodes existantes de gestion et de vie. Aujourd'hui, les méthodes de gestion que nous avons et notre manière de vivre ne donnent pas satisfaction. Et donc, nous sommes dans l'obligation de continuer avec la révolution. Voilà. Vous allez continuer avec la révolution, c'est un point très essentiel, et ma question s'avère maintenant être la suivante. Vous parlez, vous évoquez plus la gestion de la chose publique. Alors, ma question s'avère être celle de savoir comment comptez-vous vous y prendre dans votre évolution, parce que vous avez évoqué l'aspect selon lequel s'il arrivait qu'on gère mal et qu'on tombe à perte, on va recourir vers l'aide extérieure. Alors, en termes de révolution, vous serez buté devant 2 cas. Le premier cas serait soit de mettre loin de vous ceux qui sont auteurs de la gestion, soit serait de pouvoir
mettre loin de vous, d'une autre part, ceux qui de l'extérieur, les grandes puissances ou ceux vers qui c'est les politiciens d'aujourd'hui, l'administration d'aujourd'hui va s'endetter. Vous serez contraint de couper le cordon entre quelle serait pour vous la meilleure façon de faire, parce que vous aurez deux cas, soit mettre vos collègues politiciens ou gestionnaires de la chose publique à côté pour pouvoir continuer votre idée révolutionnaire, ou bien couper le cordon avec ceux qui, du haut, les grandes puissances qui soutiennent la politique présente en RDC. Bon, pour être clair, il voulait juste savoir comment vous comporterez-vous face à une faillite. Comment en fait? Expliquez-lui clairement, parce que la question est très longue. Je comprends très très bien. Je pense que vous verrez dans nos engagements le premier acte gouvernemental, une fois élu pour nous, ça sera l'audit général de l'État. Les gens pensent que c'est une folie de faire ça, mais pour nous qui avons l'habitude de gérer, nous savons que chaque fois qu'on fait la reprise avec l'équipe de gestion précédente, on doit auditer les comptes. On doit savoir qu'est-ce qu'on a comme argent, quelles sont nos charges et quels sont les projets de développement que nous avons. Et en fonction de nos sources de revenus, en fonction de nos charges et des projets de développement que nous avons, nous saurons si les caisses de l'État sont vides et qui ont vidé ces caisses de l'État, parce que dans l'un de nos engagements, nous parlons de la comparution devant la justice des criminels économiques et des criminels de guerre. Voilà, donc on ne va pas transiger avec ça, c'est important. Si nous voulons construire une république des valeurs, la justice doit faire son travail. Les gens qui ont pillé ces pays doivent être punis. Les gens qui ont tué le Congolais pour leur intérêt personnel doivent aussi passer devant la justice pour que cela serve de leçon. Aujourd'hui, si on continue toujours, comment dirais-je, dans l'impunité, il suffit d'endeuiller les Congolais pour voler l'argent et devenir ministre demain. Il suffit de piller les caisses de l'État pour former un parti politique et être partie prenante dans toutes les négociations qui mènent au pouvoir. Je pense que cette mauvaise politique aura des émules et nous devons le décourager. Alors, parlons de la communauté internationale. Vous savez, je viens des mondes des affaires. Je n'investis pas mon argent là où je vais perdre. Et si la personne qui fait des affaires avec moi ne fait pas attention, je vais prendre beaucoup plus de bénéfices qu'il en faut. C'est à nous, les dirigeants du Congo, de pouvoir ne pas coopérer avec les étrangers au détriment de notre propre économie et au détriment de nos populations. Quand par exemple, quelqu'un investit pour construire un pont payant, et je dis, voilà, vous avez investi 5 millions, et l'État va vous payer pendant 5 ans, mais l'État ne va pas vous payer 5 millions, l'État va vous payer 10 millions. Et les 4 autres millions, c'est pour moi. Vous pensez que c'est la faute de l'investisseur ou c'est la faute du Congolais qui veut se faire de l'argent sur les dos de l'État? Alors, lui, t'as quoi éliminer sa question. Voilà. Donc, on n'est pas... Le problème aujourd'hui, ce n'est pas pourquoi il y a des investisseurs en Afrique du Sud, il y a des investisseurs dans tous les pays du monde. Mais pourquoi les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes qu'en République démocratique du Congo? Voilà. Peut-être vous avez évoqué, peut-être je pourrais laisser à mon confrère, de poser la question, mais vous évoquez toujours ce problème, vous avez bien répondu à la question, mais moi, j'aimerais plus savoir, monsieur Alain Daniel, est-ce que pour votre idée révolutionnaire, celle de mettre de côté ceux qui gèrent mal le pays, 5 ans vous suffiront pour faire le travail, et si ces 5 ans pourront suffire carrément, saurez-vous aller jusqu'à la source pour dénicher le vrai et le réel problème qui est à la tête de ce pays? Mais il y a déjà des dossiers qui sont là. Quand vous regardez les rapports des Nations Unies sur les crimes économiques et les crimes de guerre
à partir de 1997 jusqu'en 2003, il y a des criminels qui sont épinglés là-dedans, les montants qu'ils ont volés, les gens qu'ils ont tués. Je me rappelle qu'à l'époque, lors des négociations de Sun City, il y avait une commission vérité et réconciliation. Et quels sont les résultats quels sont, comment dirais-je, les résultats obtenus par cette commission vérité et réconciliation? Il y avait une commission à la conférence nationale souveraine, vous n'étiez pas encore né parce que vous êtes très jeune. Il y a une commission des biens mal acquis. Il y a des résultats, il y a des résolutions. Mais qui a mis ça en place? L'actuel conseiller en matière de, comment dirais-je, de fraude du chef de l'État a déjà épinglé des noms 15 milliards d'évasion fiscale et consorts. Vous pensez que c'est beaucoup de temps pour mettre en application la justice? On a déjà des dossiers, on connaît les éléments, il suffit seulement d'appliquer la justice. Vous savez, à l'époque, c'était quand même, à l'époque de royauté, c'était très dur. Parce que les rois guillotinaient les malfaiteurs et ils mettaient leur tête sur des pics à la sortie de la ville pour dissuader d'autres malfaiteurs à faire la même chose. Vous vous rendez compte? On n'est plus à cette époque où on doit couper les têtes des gens et les mettre sur des pics à la sortie de la ville pour voir, mais si on a mis en place la justice, c'est pour que la justice puisse dissuader les gens à ne pas travailler contre les intérêts de la communauté, contre les intérêts de la majorité. Parce que nous, en tant que dirigeants, nous, en tant que politiciens, nous sommes là pour garantir l'égalité des chances à tous les Congolais. Nous ne sommes pas là pour profiter des Congolais. Voilà. Donc c'est ça le problème. Et quand on a la volonté de bien faire les choses, on peut le faire en moins de 5 ans. Lui, t'as quoi? Merci beaucoup. Monsieur Alain Daniel Shekumba, le monde mis à jour. En tout cas, vous parlez avec éloquence et vous méritez toute notre admiration. Enfin, la première question, Lumumba, Shekumba, c'est quoi le trait d'union? Je pense que les traits d'union, ce sont des valeurs auxquelles nous croyons. Aujourd'hui, que sans l'unité, sans la paix et sans la cohésion nationale, aucune économie n'est possible. Aucun développement n'est possible. Et aujourd'hui, comme Lumumba à son temps, il disait, le Congo doit rester uni parce que ce sont les grands pays avec le grand peuple qui forment des grandes économies. Et je partage ces valeurs-là. Nous avons ces valeurs-là de penser que le Congo doit être pensé avec les Congolais, pour les Congolais. Voilà. Et donc, il faut mettre en priorité l'amélioration des conditions de vie de nos populations avant de pouvoir vendre notre âme pour l'accumulation des richesses personnelles. Ça, c'est notre trait d'union. Et c'est à ces valeurs-là ce sont ces valeurs-là qui nous attachent. Voilà. Hier, j'étais, juste pour vous connaître, j'ai pris du temps sur la toile pour avoir une idée générale sur vous. Mais je suis tombé sur un article où on vous a beaucoup vanté. Dites-nous, c'est quoi votre faiblesse et c'est quoi votre plus grand échec que vous avez eu à connaître dans votre parcours? Je pense qu'il ne faut pas idéaliser les gens. Nous avons tous nos défauts et nous avons nos qualités. Mais ici, nous ne sommes pas en train de parler de la vie privée. Ici, nous parlons de la vie publique. Et notre volonté de voir un autre Congo arriver, un Congo pour lequel nous serons fiers. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare de trouver des gens comme moi qui ont quitté le Congo et qui n'ont pas pris de passeport étranger. Aujourd'hui, c'est rare. Quand je vois, vous revenez en République démocratique du Congo, vous payez 100 000 $ parce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait des bonnes élections. Les gens disent, oh, vous êtes venus jeter votre argent.
Et il n'y a pas que de vieux, même des jeunes. Qu'est-ce qui est arrivé à ces pays pour qu'on perde autant l'espoir? Vous êtes un grand manager. Pourquoi vous avez peur de ne pas nous parler de votre faiblesse? Parce qu'une entreprise, vous devez détecter les faiblesses et les capacités. Mais nous voulons savoir en quoi vous êtes faible. Ma plus grande faiblesse, c'est peut-être je suis très passionné. Je fais tout avec beaucoup de passion. Et quelquefois, la passion passe au-dessus de la raison et on se trompe. Dernière question, ne mettez pas rigueur, s'il vous plaît. J'ai lu avec beaucoup d'émerveillement votre... c'est quoi le projet des sociétés, c'est ça? Les 12 engagements. Mais nulle part, vous n'avez mentionné un budget. Vous n'avez pas proposé un budget. Et vous pensez régir tout un pays, les grands Congo, sans proposer un budget? Et si ce n'est pas la démagogie, ce que vous avez évité de... Et je pense que ce sont les gens qui proposent des budgets qui font la démagogie. Vous savez, on ne connaît la valeur de quelque chose que quand on a travaillé pour l'avoir. Mais on rêve. On peut être milliardaire, mais dans la réalité, il faut travailler. Aujourd'hui, tous ces projets de société avec autant de milliards, ça se limite encore au niveau des potentialités et des rêves qu'on veut vendre aux Congolais. Moi, contrairement à tout ce que ces gens racontent, je dis je dois faire l'audit général de l'État. Avant de mettre n'importe quel argent pour le développement de ces pays, je dois d'abord boucher le trou d'évasion. Parce qu'en fait, si le même comportement de l'article 15, Ngai Lelo Mingi Noki continue, quel que soit le montant de milliards que je vais mettre, ça restera théorique. Ça ne changera rien à la vie des Congolais ordinaires. Tout en sachant que vous avez 5 ans. Ça, ce n'est pas un problème. Comment ça? Ça, ce n'est pas un problème. Les temps, que, dans la gestion, on tient compte aussi du temps. Oui, on tient compte du temps. Aujourd'hui, comment fonctionne la République démocratique du Congo? Même si on est élu demain, ce n'est pas demain que je vais changer, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on appelle ça, le budget de la République démocratique du Congo pour 2019, qui est déjà fixé à 5 milliards de dollars par l'ancien, par l'actuel Premier ministre. Donc il faut pas se la compter. Non, mais l'audit ça ne prend pas beaucoup de temps. On connaît les comptes à suivre. On parle du Congo. Oui, on parle du Congo, mais 2 445 km². Vous pensez que l'audit concerne quoi? L'audit concerne les comptes financiers de l'État. Ça veut dire les comptes des recettes de l'État, les comptes des dettes de l'État, les comptes des charges de l'État. On ne va pas aller dans les 2 345 000 kilomètres. On regarde des comptes, on connaît ces comptes. Voilà, donc ça c'est pas... Un plaisir, s'il vous plaît, juste la dernière question, s'il vous plaît, juste une seconde, s'il vous plaît. C'est vraiment, je ne voulais pas laisser ça en souffrance, cette question en souffrance. Vous êtes allé en exil. Oui. Quelle a été l'hostilité entre Mouzé et vous? Merci. Oui, en fait, il n'y avait pas d'hostilité entre Mouzé et moi. Parce que je pense que Mouzé, Kabila et moi, nous partageons les mêmes valeurs que Lumumba. Il y avait l'hostilité entre ceux qui voulaient profiter du Congo et moi. Et ceux qui voulaient profiter du Congo, qui ont induit Mouzé en erreur, ne voulaient pas que des patriotes et des nationalistes comme nous puissions réellement être appréciés par notre valeur. Regardez, quelle a été l'hostilité? Quand Mouzé venait de prendre le pouvoir en République démocratique du Congo, il nous avait trouvé avec un système de partenariat, parents et professeurs. Mais l'année après sa prise de pouvoir, quand on revendiquait, Mouzé avait payé pour tous les étudiants de l'université de Kinshasa. On n'avait pas payé cette année-là. Et les gens qui profitaient toujours de ces choses-là ont demandé à Mouzé de créer les comités de pouvoir populaire.
où les gens devaient se prendre en charge. Mais beaucoup de millions de dollars de ces pays ont été dépensés. Est-ce que vous pouvez me montrer une œuvre de comité de pouvoir populaire aujourd'hui? Mais nous, à l'époque, en tant qu'étudiants, on disait que cet argent devait servir à autre chose au lieu de servir aux profiteurs. Alors, ces gens se sont sentis en danger, ils m'ont présenté comme quelqu'un, alors que je n'étais qu'un pauvre étudiant, ils m'ont présenté comme quelqu'un qui voulait porter atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Mais, quelles sont les réalisations des comités de pouvoir populaire aujourd'hui? Aujourd'hui, l'université de Kinshasa est en grève, parce que le système de partenariat qu'on était en train de combattre continue. Le système de partenariat sur lequel on voulait tirer l'attention de musées continue. Ces gens, comme je le dis clairement, je n'ai jamais été en contradiction avec les musées, parce que nous partageons les mêmes valeurs. Ce sont les gens qui étaient autour de lui, des profiteurs, hein? Je répète les mots quinois, Batuamatolo, je répète, hein, parce qu'en fait, les musées et les gens qui sont venus avec lui n'ont pas la même mentalité. Alors, ils ont succombé sous le charme des gens qui aiment faire les matolos et qui m'ont mis et ils m'ont présenté comme quelqu'un qui était contre le musée, quelqu'un qui était soutenu par la CIA, quelqu'un qui voulait déstabiliser le pouvoir. Magali Gagne. Voilà, donc c'est ça le problème. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Shekomba. Vous avez évoqué votre désemploie de 12 engagements que vous venez d'évoquer. Vous aviez dit, moi, Daniel Shekomba, je m'engage à l'audit général de l'État. Oui. Parlons de l'audit. Qu'est-ce que vous visez par l'audit général de l'État? Qu'est-ce que vous reprochez du gouvernement en place? Bon, voilà. Quand vous regardez déjà les rapports de la Cour des comptes, vous avez des dépassements reconnus déjà par la Cour des comptes budgétaires de l'ordre de 200%, 300%, et une application budgétaire dans certains secteurs qui n'existent même pas. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des comptes de l'État à l'étranger qui continuent à être gérés par des anciens ministres qui ont même déjà quitté le pouvoir. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des projets qui sont déjà amortis par l'État, mais l'État continue à payer pour ces projets-là. Et ce n'est que normal. Lesquels? Le projet Ango, par exemple. Il y a plusieurs projets. Ce n'est pas le moment où je vais commencer à sortir, comment dirais-je, les éléments que nous avons, parce que nous allons mettre la puce à l'oreille des gens qui sont en train de nous suivre. Nous allons faire l'audit de l'État. Ça sera la particularité aussi de notre projet de société. Voilà. Donc, il y a, comment dirais-je, c'est important. Il faut donner un État. Existe. C'est la terre, le territoire, les richesses de ce territoire et sa population. Nous devons nous devons protéger ce territoire, transformer les richesses de ce territoire et pouvoir prendre en charge les populations qui partagent ce territoire-là. Donc l'argent, c'est très important. Quand vous ne mettez pas l'accent sur l'argent, vous aurez 87,7% des pauvres, vous aurez 7 à 8 ménages de Congolais qui mangent peut-être par délestage, vous aurez toutes ces choses-là. Donc c'est très important pour nous. Dans votre engagement, vous parlez aussi de la garantie de l'intégrité territoriale. Absolument. Je vois là la défense, en quelque sorte. Et pour ces sujets, Ken Amissi a une question. Donc, je ne sais pas si je serai un prophète pour le dire de la sorte. Je respecte vos idéaux. Je trouve franchement que c'est bien positionné pendant cette période électorale. Ma question par rapport à cela, c'est une fois si vous battez campagne à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément au nord Kivu, là où vous êtes devenu un théâtre de tout ce combat de meurtre, de tuerie qui laisse à désirer jusqu'à ce jour, on ne peut pas. Autant loin que nous sommes, ça nous fend le cœur, ça nous brise le cœur. Et si vous battez campagne de l'autre côté, que serait votre mot pour rassurer ces gens-là une fois élus président de ce pays, pour éradiquer l'insécurité de l'autre côté du pays? Vous savez, Redonner sourire, bien sûr. vous savez, il y a des choses très importantes. Il y a ce qu'on appelle la politique du fouet et de la carotte. Mais j'ai comme l'impression que en République démocratique du Congo, c'est plus le fouet et non la carotte.
je ne sais pas si vous connaissez le salaire d'un caporal, d'un sergent ou même d'un général dans la fonction publique. Quelqu'un qui va aller mourir, quelqu'un qui protège le Congo, et vous le payez 42 000 francs congolais. Et qui arrive même par intermittence. Il a des enfants scolarisés, il a une maison à payer, il a la nourriture à manger. Je pense que cette personne est plus préoccupée par sauver sa peau que protéger les pays. Quand nous parlons de la mise en place de la tension salariale de 1 à 10 entre les derniers agents de l'État et les premiers agents de l'État, c'est pour motiver ces gens qui travaillent pour ces pays, ces gens qui meurent pour ces pays. Mais au-delà de l'amélioration des conditions de vie, parce que nous ne pouvons pas dire que ces gens sont incompétents. Ces gens ont été formés. Ces gens se sont engagés pour travailler dans la protection de ces pays. Mais on doit les valoriser. Au-delà de cela, nous devons aussi punir. Aujourd'hui, nous avons 208 groupes armés à l'est du pays. Mais pourquoi il y a 208 groupes armés à l'est du pays? Parce que beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans la politique ont commencé par ces chemins-là. Personne ne les a jamais punis. Ils ont pris des carrés miniers avec quelques rebelles qu'ils ont nourris et aujourd'hui ils ont eu de l'argent, ils sont allés dans des négociations et ils sont au Parlement ou ils sont au gouvernement. D'où, au-delà d'améliorer les conditions de vie de nos forces de défense, il faut aussi punir le velléité des criminels économiques et de guerre. Monsieur Shekomba, qu'un ami ici a dit, se pose la question de savoir les discours que vous allez tenir devant les populations de Beni pendant votre campagne. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Les populations de Beni doivent savoir que nous allons les protéger. Et dans notre projet, vous avez vu, nous envisageons même la construction de murs entre les frontières à problème et la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui m'ont posé la question. Vous ne serez pas un Trump congolais? Non, pourquoi? Nous voulons protéger nos populations. C'est le discours qu'a tenu Trump jusqu'à aujourd'hui, c'est un pari impossible. Non. C'est le même schéma que vous voulez aussi non. emprunter. Les réalités américaines sont différentes des réalités congolaises. Oui. Les gens qui viennent sur certaines parties de notre territoire viennent nous agresser, tuer nos populations et voler nos richesses. Alors que les gens qui viennent du Mexique, qui partent du Mexique vers les États-Unis, vont se cacher pour chercher de l'emploi. Ils ne partent pas avec les armes. Donc c'est deux choses différentes. Mais l'objectif est la même. Non. Construire le mur. Non. Construire les murs, ça dépend. Construire les murs pour éviter les massacres des Congolais. Construire les murs pour éviter le pillage des ressources naturelles des Congolais. Je pense que c'est un objectif tout à fait noble. Quelqu'un qui veut venir entrer normalement chercher un travail en République démocratique du Congo va entrer par la porte d'entrée normale qui est contrôlée. Ça entre dans le cadre de la politique internationale. Il n'y a pas de problème. Madame Sarah est là pour vous. Monsieur Daniel Shekomba, parlons un peu de la diplomatie et de la justice pénale. La RDC venait récemment de menacer de se retirer de la Cour pénale internationale suite à la décision de la Cour d'acquitter M. Jean-Pierre Bemba. Et jusqu'à ce jour, il y a de tueries à Beni. Quelle serait votre politique extérieure par rapport à la Cour pénale internationale? Déjà, la première chose, par rapport à la diplomatie, il faut savoir que la diplomatie, c'est un jeu d'intérêt. C'est toujours un rendez-vous du donner et du recevoir. Et ces rendez-vous du donner et du recevoir est fonction des rapports de force. Donc c'est à nous de commencer d'abord par créer notre propre invincibilité avant de pouvoir faire des interactions et voir comment nous allons profiter de ces interactions, que ce soit avec les voisins ou le pays de l'étranger. Alors, quant à ce qui concerne la justice, vous savez qu'il y a des pays qui n'ont pas signé le statut de Rome. Tout simplement
Parce qu'ils pensent que la justice est bien organisée dans leur pays. Pourquoi ils vont envoyer leurs concitoyens dans une justice internationale s'ils peuvent les juger dans leur propre pays? Alors, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a signé les statuts de Rome. Et quand la République démocratique du Congo a signé les statuts de Rome, la République démocratique du Congo a reconnu qu'il y avait certains cas qui devaient être jugés par la Cour pénale internationale. Si la République démocratique du Congo est en train de récuser la Cour pénale internationale, il faut savoir que la République démocratique du Congo est souveraine dans ses choix. On ne force pas un pays à adhérer à un accord international. Vous vous rendez compte? Donc, si aujourd'hui, moi je ne pense pas que je n'aime jamais individualiser les choses. Parce que quand on individualise les choses, on a une vision étroite de la vie. Dire que la République démocratique du Congo voulait quitter la Cour pénale internationale à cause du procès du sénateur Jean-Pierre Bemba, si ce n'est que ça, ce n'est pas normal. Vous voyez, parce que ça, c'est individualiser les problèmes. Donc, vous voulez quitter la Cour, un accord que vous avez signé, les statuts de Rome que vous avez signé normalement, à cause d'une seule personne ou d'un jugement d'une seule personne, vous voulez quitter la Cour. Mais s'il y a plusieurs cas pareils qui montrent que la Cour ne travaille pas, ne profite pas aux besoins de la République démocratique du Congo, je comprendrais bien. Mais ce n'est pas à cause d'un individu, ça c'est pas normal. Monsieur Daniel, parlons un peu de votre diplomatie. Qui est derrière vous? Parce que nous le savons, en Afrique, la question du pouvoir n'est pas seulement une question interne, mais c'est aussi une question externe. Qui vous soutient en tant que partenaire international? Il y a cet écran qui est derrière moi. C'est bien, monsieur Alain Daniel Shekomba, candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. C'est vraiment un réel plaisir de vous avoir. Monsieur Daniel, merci pour votre disponibilité. Pasteur a une dernière question parce que l'État nous fait défaut. Monsieur Alain Daniel Shekomba, parlons toujours dans le même aspect. Nous avons suivi le discours aux tribunes des Nations Unies du chef de l'État, Joseph Kabila, qui menaçait, qui demandait aux troupes des Nations Unies de se retirer de la RDC. Voyons ce discours qui a été beaucoup critiqué avec plusieurs controverses. Quel est votre point de vue par rapport à son discours? J'ai déjà donné mon point de vue par rapport à son discours. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous savez, la mission des Nations Unies a une mission bien établie. Et il y a des évaluations. Je pense qu'il y a des évaluations qui se font. Et dans ces évaluations, est-ce que la mission des Nations Unies a réussi à accomplir ses tâches à quelle hauteur? Et cette mission n'a pas réussi à accomplir ses tâches à quelle hauteur? Moi, je ne suis pas au courant de ça. Mais je pense que ça serait intéressant que nous puissions savoir quelle est la mission exacte. C'est la stabilisation et la paix en République démocratique du Congo. Aider les institutions de la République démocratique du Congo à pouvoir stabiliser la situation et ainsi de suite. Quels sont les indicateurs de performance dans l'évaluation de cette mission? Donc, je pense que le président de la République est bien placé pour savoir faire la lecture des évaluations. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas encore président de la République. Je peux dire que je suis un observateur, un Congolais ordinaire, qui regarde. Je vois passer les véhicules de la MONUC et de la MONUSCO. Je vois la radio Capi qui existe. J'ai vu dernièrement, la MONUSCO a beaucoup intervenu pour combattre l'Ebola. Ils ont mis leurs avions à disposition. Je les ai vus travailler pour l'éducation de la jeune fille. Il y a beaucoup de choses qui se font que moi j'observe comme un Congolais ordinaire. Mais entre les targets, comme on dit, c'est-à-dire les targets de la mission des Nations Unies et les accomplissements réels de la mission des Nations Unies, on est à quel pourcentage? On est à 20%,
on est à 30%, on est à 70% ou on est à 90%, je ne peux pas vous dire. Merci beaucoup, monsieur Alain Daniel Shekomba. Avant que vous puissiez nous résumer en un mot par rapport à vos 12 engagements, la pensée, résumer ces pensées, il y a une question qui m'intéresse plus. C'est votre avant-dernier point par rapport à la construction de la prospérité et la dignité de chaque Congolais. Comment comptez-vous construire la dignité du Congolais? C'est ça justement, c'est à partir de ces points-là que nous allons développer un programme, un plan de société. Parce qu'en fait, beaucoup de gens... les plans n'existent pas encore. S'il vous plaît, ça existe. C'est à partir, c'est là. En fait, les 12 engagements, ce sont les actions prioritaires. Ce que nous appelons la thérapeutique des chocs. Donc, le Congo est dans le coma. Il faut d'abord le sortir du coma. Et pour le sortir du coma, il faut appliquer les 12 engagements. Nous avons des secteurs que nous comptons développer. Aujourd'hui, les Congolais ne sont pas fiers de qu'est-ce qu'on appelle la dignité. Je voyage d'ici, j'arrive à Bruxelles. Il y a même des ministres qui partent du côté de l'Union européenne parce qu'ils ont des passeports européens. Mais moi, j'ai un passeport congolais. Tout Congolais qui quitte le Congo, ou la majorité, ne veut plus revenir en République démocratique du Congo. Les gens ont même honte de dire qu'ils sont Congolais. Perte de la dignité. Comment on peut être prospère quand sa sécurité alimentaire n'est pas garantie, sa sécurité sanitaire n'est pas garantie, l'éducation n'est pas garantie, et ainsi de suite. Donc, le plan que nous mettons en place, c'est un plan qui vise justement à restaurer cette dignité. Ça veut dire chaque Congolais doit être digne et fier de l'être, et chaque Congolais doit être prospère selon sa capacité de rendre service à la nation. Parce qu'en fait, on est payé proportionnellement au service qu'on est en train de rendre à la nation. Donc, voilà, c'est ça que nous appelons garantir la prospérité et la dignité de chaque Congolais. Merci beaucoup, monsieur Alain Daniel Shekomba. C'était un réel plaisir de vous avoir sur les plateaux de ZM TV dans ce cadre de cette émission Qui dit quoi? Et j'espère que les téléspectateurs ont pu avoir une idée réelle de qui vous êtes et de vos engagements, qu'est-ce que vous défendez. Et c'est avec l'ensemble de cette équipe de rédaction que nous vous disons merci pour la disponibilité. Mais avant dernier mot, je voudrais que vous puissiez un peu résumer ces 12 engagements. Comment pouvez-vous le résumer en un mot, en une phrase? Voilà, donc ces 12 engagements visent à résoudre 3 problèmes. Le premier problème, c'est le réformatage de l'administration et de les mettre au service de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'administration ou l'appareil de l'État ne sert qu'à un individu ou à un groupe d'individus. Ces 12 engagements visent en deuxième lieu la sécurité générale des Congolais, la sécurité du territoire, la sécurité physique, la sécurité alimentaire, la sécurité au sens le plus large. Et ces 12 engagements visent l'inversion de l'équation de distribution des richesses nationales. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même anormal que 12,3% de la population se partage 87,7% des richesses de ce pays. Et que le reste des Congolais soient dans la pauvreté. Voilà. Donc, c'est à cela que je vais résumer mes 12 engagements. Mais j'ai besoin d'une minute. Allez-y. Je veux aujourd'hui que les Congolais enlèvent de leur tête que quand nous discutons par rapport à la machine à voter, nous voulons une transition. Nous ne voulons pas une transition. Mais nous voulons que le Congolais, pour une fois, puisse avoir des élections transparentes et crédibles. Parce que si nous allons aujourd'hui avec cette machine à voter, nous sommes en train de planter le germe de la contestation qui risque d'aboutir à un chaos dans ce pays. Et nous avons encore le temps, parce que nous avons quelques jours, et nous parlons de l'informatique,
nous parlons de décisions à prendre avec la volonté de bien faire les choses et les soucis d'éviter les chaos post-électoral. Nous voulons que la population nous soutienne dans le combat qui est le nôtre, qui est celui de crédibiliser les élections, déjà en commençant par regarder à l'intérieur de cette machine à voter s'il n'y a pas de programme ou des applications qui conduiront à la tricherie. Aujourd'hui, même si je dois avoir 1%, mais je veux que les 1% qui sortiront ou qui sortira soit réellement l'expression de la population congolaise. N'importe qui peut devenir président de la République, mais je veux que les résultats qu'il aura puissent refléter les choix de la population congolaise. Donc voilà, il ne faut pas que les gens puissent se tromper en disant avec ou sans la machine à voter on va aller, pour qu'on ne nous accuse pas de vouloir bloquer le processus électoral. Ce n'est pas nous qui bloquons le processus électoral. C'est la commission électorale indépendante qui a été incapable de produire les outils consensuels, les bons outils qui puissent garantir aux Congolais des élections crédibles et transparentes. Je dis et je vous remercie. Ce sera là votre dernier mot pour ce soir. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir. Merci d'être là. Et je demande au pasteur de nous désannoncer. Oui, ça a été un plaisir de recevoir le candidat numéro 14 à la présidentielle prochaine, Monsieur Alain Daniel Shekomba, qui est venu, et je crois que tous ceux-là qui étaient branchés depuis le début ont pu suivre de près. Et toutes les questions ont été évoquées. Nous avons attendu vos questions, chers téléspectateurs. Et les questions ne sont pas arrivées. Certains arrivent au moment où nous sommes en train de désannoncer. Je crois que les prochaines émissions pourront le recevoir afin qu'il puisse répondre à ces questions. Mais je vous remercie à tous ceux qui nous avaient suivis. Je remercie à la rédaction de ZM Télévision et je remercie aussi notre invité qui nous a honoré par sa présence, Monsieur Alain Daniel Shekomba. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. C'est par ici que prend fin cette émission et je vous dis de rester fidèles le même jour, à la même heure et aussi en rediffusion. Vous nous suivrez car vous faire plaisir est notre devoir. Merci.